On commence la seconde journée pour l'Afrique. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié la journée d'hier et que les différents sujets ont été bénéfiques pour vous. Je mon ami et collègue Carl faire un petit récap rapide par rapport à ce qui a été fait au niveau de la journée. Et nous allons aujourd'hui avoir une nouvelle journée sur différentes thématiques. Donc, il va partager avec nous l'historique un petit peu et les meilleures pratiques de leur académie. Et plus on a avec une grande université au niveau du Maroc. Nous passerons à la transformation digitale, comme je vous ai dit hier, par notre système technical specialist, M. Farid El-Haji, qui va parler un petit peu du besoin de la transformation digitale. Et nous allons avoir notre directeur technique pour améliorer l'expérience de formation en ligne. Donc, exactement, les dates doivent être revues. Et puis, nous allons voir un petit peu qu'on va voir. Donc, sans plus tarder, Calvin, je te passe la parole. You can run the show. Thank you. Omar, thank you so much for this. Gardez le slide actif, là je vais utiliser ça pour la présentation rapide. Alors pour ceux qui ont raté la session d'hier, je vous souhaite encore la bienvenue à la session d'aujourd'hui. C'est une suite de ce que nous avons eu à faire hier. L'échange était riche et je peux vous garantir que vous n'avez absolument rien raté. Permettez-moi de garder ma caméra éteinte pour réduire le problème de connectivité qui se pose pour certaines personnes parmi nous. Alors déjà, hier, nous avons eu une introduction sur les opportunités immenses que pouvait fournir le programme Networking Academy. Nous avons eu déjà la présence, nous avons été honorés par la présence de nos deux JM qui couvraient pratiquement toute notre région francophone. Nous avons aussi eu la présence de M. Alfi Yami, le Regional Manager pour le programme Intercat d'Afrique, qui nous a certainement parlé des opportunités immenses fournies par le programme Networking Academy pour répondre aux attentes de la 4e mission industrielle qui s'annonce. Suite à cela, vous avez pu comprendre qu'on peut miser sur le contenu du Netacast pour supporter ces attentes énormes du futur à travers les curriculums que nous offrons. Dans la deuxième partie, nous avons présenté le curriculum DevNet par M. Wadi, basé au Canada, qui est le responsable du développement de ce projet, de la certification et des programmes continus DevNet pour Netacast. C'est une nouvelle certification très riche en opportunités aussi, qui exige quelques prérequis en programmation pour les apprenants, mais qui pourrait être pour nous dans le Networking Academy ici, un joker pour les opportunités à venir. Nous avons eu dans la troisième partie Swati qui nous a présenté l'évolution sur le plan cybersécurité. Et vous avez compris que l'alignement de la cybersécurité va en droite ligne avec exactement l'alignement du CCNA comme par le passé, avec le niveau associé, professionnel et aussi expert. Et je pense que ça pourrait rassurer tous ceux qui veulent engager un parcours dans la cybersécurité. Donc ça a été présenté aussi hier par Swati. Et enfin, Serge Lansat, le directeur technique pour l'Afrique subsaharienne, nous a fourni à peu près ce qui était important de savoir dans les mises à jour du programme. Et aussi, nous avons pu introduire enfin un autre directeur technique qui chargera maintenant de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient au nom de Karim. Karima, que vous allez avoir le temps de découvrir dans les échanges futurs. Donc ça, c'était en gros ce qui a été fait hier, mais si vous avez raté quoi que ce soit, vous n'étiez pas là pour une raison ou une autre, vous n'avez absolument rien raté parce que tous ces contenus sont disponibles dans la plateforme Netaka, dans le cours sur lequel vous êtes inscrit, lequel je partagerai rapidement dans le chat, que vous pourrez avoir et cliquer juste simplement pour l'enregistrement des sessions et aussi raconter le sondage qui serait requis pour obtenir à la fin de cette participation. Alors, M. Olami, je pense que j'ai fait pratiquement le point sur la question et la balle est à toi.
Effectivement. Merci, merci infiniment, Calvin. Est-ce que tu m'entends bien? Thank you, oui. Super, d'accord. Ce que j'ai par rapport à l'audio, peut-être que ça vient de votre connexion. Donc, on va commencer directement avec notre première présentation. Donc, professeur Ahmed Rabbani, c'est parmi les vétérans du programme Cisco Networking Academy. Il va nous exposer son parcours un petit peu et surtout la façon dont l'université et l'académie de l'ENSET Mohammedia ont pu prendre le programme et le mettre à profit durant cette période de confinement par rapport à l'enseignement en ligne et autres. Donc, Serbani, tu peux y aller. Merci, merci encore une fois. Bien, bonjour chers participants. Je ne sais pas si vous recevez correctement mon écran. Très, très bien. Très bien. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous profitez au maximum de ce confinement. Et donc, voilà, je suis professeur Ahmed Rabbani. Je suis enseignant et instructeur Cisco à l'École normale supérieure de l'enseignement technique, l'ENSET, établissement public relevant de l'Université Hassan II de Casablanca, au Maroc. Donc, durant ce confinement, j'ai changé mon avatar tout en indiquant Play Stay 127.001, donc billet 255. Donc, c'est juste pour dire que même si on est chez soi, il faut qu'on profite au maximum de ce confinement. Donc, je remercie le comité d'organisation et Omar Olami de m'avoir invité pour participer avec vous et partager avec vous mon expérience en tant qu'instructeur Cisco à l'ENSET. Donc, voilà pour mon exposé, c'est une visite virtuelle. Je vais vous faire visiter un peu l'ENSET de Mohammedia à travers quelques photos. Et puis, je vous parlerai du parcours de l'Académie Cisco de l'ENSET de Mohammedia, des formations que nous dispensons à l'ENSET et quelques statistiques. Et après, l'impact de la certification sur l'employabilité des étudiants. Et puis, le dernier programme qu'on a mis ensemble en collaboration avec M. Omar Olami du H2C Virtual Academy, donc l'Académie virtuelle de l'Université Hassan II de Casablanca. Donc, voilà, donc l'ENSET, l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Mohammedia, c'est un établissement, comme je vais le dire, qui relève de l'Université Hassan II de Casablanca. Donc, nous sommes situés à Mohammedia, ici, donc c'est entre Rabat et Casablanca. Donc, voilà un peu une vue sur notre établissement. Bien sûr, on fait partie de l'université, donc l'Université Hassan II de Casablanca, c'est 19 établissements, école d'ingénieurs, faculté, CEPER. Donc, plus de 8000 cours sont dispensés chaque année. Le nombre d'étudiants aux alentours de 124 000 et nous sommes aux alentours de 25 000 enseignants. Bien sûr, pour ceux qui veulent avoir des informations complémentaires, ils peuvent visiter le site de l'université, niveau H2C.fr. Donc, mon académie, ou bien Cisco Academy au niveau de l'ENSET, normalement c'est 16 ans d'expérience, parce que nous avons commencé en 2004. Et bon, ça, c'est le certificat qui date de 2018. En fait, nous avons 15 ans, 16 ans d'existence. Donc, comme j'ai dit, on a démarré en 2004. Il y a 2 instructeurs certifiés, mon collègue professeur Abdelaziz Daïf et moi-même, Ahmed Rabbani. Donc, nous donnons des cours de ce qui est CNA, IT essentiel, CNA sécurité et Internet des objets. Donc, bien sûr, la mise en place de cette académie, c'était dans le cadre d'un projet, grâce à un financement aux États-Unis, donc dans le cadre d'un projet qu'on a appelé Réussir la e-parité dans le domaine des Maroc. Et c'était en partenariat avec l'Agence américaine de développement international, l'USAID, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, l'UNIFEM, et Cisco Systems. Et donc, ça s'est passé en 2004. Et donc, j'ai adhéré à ce programme alors que je ne connaissais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire une adresse IP, qu'est-ce que ça veut dire un réseau, qu'est-ce que ça veut dire une carte réseau. Donc, tout ça, je ne connaissais pas beaucoup. Mais je rêvais de manipuler ce genre de choses. Et dès que j'ai eu l'occasion de participer à un programme de formation sur le réseau, j'ai adhéré. Et c'est un programme qui a changé complètement le parcours
de ma vie. Donc voilà, c'était l'objectif de ce programme, bien sûr, c'est de réduire la pénurie des compétences réseau, c'est aider à l'insertion à la reconversion professionnelle des étudiants et bien sûr contribuer au développement des nouvelles technologies, que ce soit au niveau de la sécurité, de la mobilité, de l'Internet des objets, des technologies cloud, etc. Et aussi permettre le renforcement de la participation féminine dans le domaine des technologies de l'information. Donc, de 2004 à 2007, on a dispensé les cours surtout au CCNA et IT essentiel. Donc, en moyenne 100 étudiants, on forme chaque année, donc 3% de filles. Depuis 2008 à 2020, on a augmenté un peu l'effectif et c'est aux alentours de 200 étudiants en moyenne par an. Et bien sûr, avec un pourcentage de 30% généralement de filles dans ce programme. Donc, comme j'ai dit, l'utilisation de la plateforme Dakar, donc, tout ce qui concerne les cours, les TD en ligne, et bien sûr, le travaux pratiques, c'est beaucoup plus sur le simulateur. Sur le simulateur par excellence qui est pas ça, que vous connaissez, et aussi sur le matériel physique. Donc, bien sûr, au début, avant de commencer, je présente le programme aux étudiants. Donc, bien sûr, il faut leur montrer l'intérêt de la certification et quels sont les niveaux, le niveau débutant, le niveau diplômé ou bien associé, le niveau professionnel, le niveau expert et le niveau architecte. Et comme ça, les étudiants comprennent exactement l'intérêt de ce genre de formation. Et vraiment, les étudiants aiment beaucoup ce genre de formation. Et il y a même des étudiants qui partent pour des années et après ils reviennent demander si c'est possible de faire la certification en plus ou bien d'avoir un certificat même académique après des années qu'il a quitté l'établissement. Donc voilà, dans ma salle, je vais vous faire visiter tout à l'heure à travers des vidéos ma salle, dans ma classe. J'ai carrément imprimé, c'est-à-dire sur un grand un slide comme ça ou bien une grande photo que j'ai collée sur le mur et comme ça les étudiants savent très bien quel parcours doivent suivre pour aller dans telle ou telle spécialité selon leur intérêt. Donc voilà, ça c'est un... Et je ne cesse pas de leur parler aussi des retombées de la certification, comment évaluer sur le marché américain quelqu'un qui est certifié CCNA ou bien CCNP ou bien CCIE. Donc, comme ça, comment dirais-je, ils se rendent compte de l'intérêt de la certification. Donc, voilà, je vais vous faire une petite visite. Donc, voilà un peu une vidéo que j'ai préparée pour vous. Donc, dans ma salle, bien dans ma classe. Donc, voilà un peu une petite visite. Voilà. Donc, dans la salle ici, vous remarquez, il n'y a pas de matériel pour l'instant de switch parce que je suis en train d'aménager dans des armoires pour rendre tout ce matériel accessible à distance. Donc, vu que à cause du corona, donc les étudiants, ce n'est pas possible qu'ils soient sur place pour faire des études sur des matériels physiques. Donc, je suis en train de mettre en place une solution d'accès à distance à ce matériel pour faire bénéficier les étudiants des travaux pratiques à distance sur le matériel réel. Donc voilà, nous avons reçu des visites. Donc ici, c'est Omar Walabi, des amis, et d'autres personnes de Cisco. Donc voilà un peu, pour vous montrer un peu l'environnement. Et nous travaillons en étroite collaboration avec Omar Walabi et l'équipe ETACAD. Vraiment, c'est un programme qui se passe très très bien. Donc voilà, au niveau des outils d'apprentissage, bien sûr, nous utilisons le serveur MetaCAD qui est le simulateur Packet Tracer, aussi sur tout ce qui est entrepreneuriat, c'est Cisco Passport 21, pour les jeux de rôle, c'est Cisco Aspire, donc bien sûr les forums, les médias, etc. Et bien sûr l'évaluation en ligne, soit en faisant appel à des examens en QCM ou bien à des tests. Donc les cours, surtout maintenant, j'essaie de généraliser un peu le cours Get Connected.
Donc, c'est un cours d'initiation, de vulgarisation des réseaux, enfin, des technologies informatiques. Et donc, j'essaye de toucher le maximum d'étudiants, pas uniquement au niveau de mon établissement. Maintenant, nous avons mis en place un programme au niveau de l'université. Donc, avec les anciens sortant de l'université, les étudiants qui sont en cours de formation, donc nous dépassons facilement les 100 d'étudiants. Et donc, nous essayons de toucher le maximum d'étudiants avec ce programme, surtout le programme GetConf. Donc, bien sûr, parmi les cours que j'ai introduits, il y a selon le niveau des étudiants, parce que nous formons soit des diplômes universitaires de technologie ou bien des cycles d'ingénieurs, donc qui ont un bac +2 et qui passent 3 ans à l'école pour devenir des ingénieurs d'État, qui sont en génie logiciel, en big data, en computing, en génie électrique, etc. Donc, il y a beaucoup de spécialités. Donc, ça dépend de la spécialité. Il y a ceux qui touchent juste à la production, à la cybersécurité. Il y a ceux avec lesquels on fait le cours cybersécurité essentielle. Il y a ceux avec lesquels on traite juste la networking essentiels. Ça dépend. Il y a ceux avec lesquels je traite le système routing et switching. Et donc, voilà un peu les différents cours que je dispense à l'Académie Cisco de l'Institut Maria. Et surtout maintenant la tendance vers tout ce qui est Internet des objets. Donc, nous avons introduit le module introduction à l'Internet des objets, IoT Fundamentals, et puis IoT Connected Things. Donc, tous ces programmes-là, on les a introduits, les étudiants de Big Data Analytics IoT. Donc, nous avons introduit ce genre de programme. Je ne vais pas revenir sur il y a même un collègue qui s'occupe de tout ce qui est Linux, et donc c'est lui qui donne un cours sur NDG Linux Essentials, etc. Et bien sûr, le fameux simulateur par exemple, on l'utilise surtout pour la simulation de tout ce qui est Internet des objets, tout ce qui est Smart City, etc. Donc voilà, l'entrepreneuriat aussi, donc nous avons introduit le programme Entrepreneurship pour apprendre aux étudiants, parce que nous avons introduit le module d'entrepreneuriat pour toutes les filières à tous les niveaux. Donc, je vous laisse avec un exemple du cours. Donc, lorsque j'anime mon cours en classe, généralement, j'essaie de l'enregistrer et puis de le mettre soit sur ma chaîne YouTube, soit sur la plateforme e-learning de l'université. Comme ça, les étudiants peuvent toujours revenir sur le cours enregistré. Et puis, voilà, pour vous donner une idée sur le cours. Donc là, je vais essayer de passer rapidement. Et tout ça, je le fais en utilisant les moyens de bord. Donc, c'est juste un smartphone avec lequel j'enregistre mon cours et le logiciel Camtasia sur ma machine pour faire le montage et la capture d'écran. Et donc, voilà, avec ça, j'arrive à faire des cours et enregistrer les cours et puis à les mettre à la disposition des étudiants par la suite pour les consulter en différé. C'est quelle raison on va utiliser ici? Donc, je vais passer rapidement. Et bien sûr, Respecter le temps. un lecteur de musique, mais cette musique, je vais l'écouter sur un haut-parleur en Bluetooth. D'accord? Donc, voilà. Bien sûr, tout ça, est-ce qu'il est connecté? Non. Tous ces objets ne sont. Donc, j'essaie de passer rapidement, juste pour vous donner une idée. Donc, voilà, c'est une vidéo qui fait 41 minutes. D'aller sur le groupe sans fil et Donc, pour passer rapidement. Et de mettre en place un point d'accès. Donc, je reviens sur ma présentation. Et de mettre en place. Donc, voilà quelques statistiques. Vous avez donc les statistiques que j'ai relevées à partir de la plateforme. Donc, voilà le scoring au niveau du grade-book, puis de passage des examens, surtout vers les années 2009 et 2013, donc il y avait quand même un petit important au niveau des passages parce que j'avais beaucoup d'heures et finalement les étudiants ils arrivaient à passer le maximum d'examens. Mais dernièrement, même si l'effectif a augmenté, mais j'arrive pas à faire passer beaucoup d'examens
il manque des taux horaires qui sont un peu rigides. Donc voilà, au niveau sur le feedback des étudiants depuis 2007 jusqu'à 2017, et puis c'est-à-dire l'enregistrement par curriculum et par année, aussi depuis 2007 jusqu'à 2017. Donc voilà un peu les évolutions d'une manière générale que j'ai relevées. Bon, je n'ai pas pris les dernières statistiques parce que je n'avais pas le temps, je m'excuse, mais sinon ça vous donne un peu une idée sur les évolutions. Donc, que ce soit au niveau des examens, au niveau du donc voilà un peu une idée générale. Donc en 2014, j'ai lancé une petite étude, une petite enquête pour voir l'impact de la certification sur l'employabilité des étudiants. Et donc j'ai questionné les 60 certifiés. Donc il y avait sur les 651 uniquement certifiés académiques. Et par contre, il y avait 9 qui ont passé pour certification en professionnel. Et donc, finalement, c'est un taux de 85% certificat académique, 15% certificat professionnel. Donc, voilà le nombre d'emplois générés. Donc, finalement, quelqu'un qui a un certificat académique, même si c'est juste un certificat académique, donc les 76% décrochent de l'emploi grâce à sa certification. Par contre, ceux qui sont certifiés professionnels, 100% ils sont casés sur le marché de l'emploi. Donc voilà un peu le taux d'employabilité, que ce soit pour. Donc finalement, en conclusion, avoir un certificat académique vous permet d'avoir 76% de chances pour avoir un emploi immédiat sur le marché de l'emploi au Maroc. Et si vous êtes certifié professionnel, donc certainement vous serez, c'est-à-dire embauché immédiatement. Donc voilà un peu actuellement donc, au niveau de notre université, nous essayons de mettre en place une smart université. Donc, on veut que vraiment que l'université Hassan II soit vraiment une smart université. Donc voilà, je vous laisse avec une petite vidéo. Pour promouvoir par exemple le programme Get Connected. Donc avec monsieur Rolami Omar, nous avons monté une vidéo qui a été diffusée auprès de la majorité des étudiants de l'université pour les inciter à s'inscrire sur le programme Get Connected. Donc, du moment que nous avons des établissements avec différentes spécialités, que ce soit en sciences humaines, économie, que ce soit au niveau juridique, etc., et aussi au domaine scientifique et ingénierie. Donc, nous avons essayé de généraliser ce programme. Donc, je vous laisse un peu avec une vidéo que nous avons préparée spécialement pour ça. J'espère que vous allez bien et que vous profitez également de ce confinement. Donc là, j'ai cette vidéo-là, on explique aux étudiants c'est quoi l'Université Hassan II Virtual Academy, c'est quoi le Cisco Networking Academy, et puis le contenu. Voilà. Cela inclut notamment des formations sur les connaissances de base en IT, les concepts de cybersécurité, que ce soit de base ou avancé. Donc pour ne pas tarder, donc voilà, je vais faire défiler la vidéo. Donc au niveau des 18 établissements de l'université, pour chaque établissement, nous avons créé une classe dans laquelle, donc, qui porte le nom de l'établissement. Par exemple, ici, les SAM, les Connected, les NES Connected, la faculté de médecine dentaire, la faculté de médecine pharmacie, etc. Pour chaque faculté, nous avons créé une classe. Et comme ça, les étudiants de cette faculté vont s'enregistrer au niveau de cette classe. Donc, pour les 18 établissements. Et donc, nous comptons toucher nous avons les 130 000 étudiants de l'université.
Alors aussi, nous avons mis en place, surtout maintenant pour la rentrée en septembre au Maroc, donc il y aura des examens. Donc nous avons démentionné, nous avons installé une solution pour une plateforme dédiée aux examens. Donc en utilisant bien sûr, donc là ce sont des choses que j'ai simulées sur le simulateur Packet Tracer et puis nous avons essayé de tester tout ça. Donc les étudiants peuvent venir, il a une tablette à sa disposition, il se connecte avec son compte sur la plateforme et puis bien sûr nous avons mis en place une plateforme modèle et par la suite nous avons aussi discuté avec ses amis pour mettre sur notre plateforme, sur nos propres data centers, le cours Netaka, et comme ça sera accessible, surtout quel avantage, et c'est les étudiants lorsqu'ils arrivent dans un établissement, ils se connectent à la plateforme ici et ils se connectent à $0, c'est-à-dire même s'il n'a pas de flux data, bien la puce de son smartphone ou de son tablette n'est pas chargée, il n'a pas de solde sur son appareil, il se connecte gratuitement à la plateforme. Et c'est pourquoi nous sommes en train de voir comment mettre tout sur la plateforme pour faire bénéficier nos étudiants de la gratuité et surtout résoudre aussi un autre problème qui est celui de l'infrastructure. Parfois, lorsque on n'a pas assez de points d'accès, donc tout le monde se connecte, parfois les gens saturent le réseau pour rien. Et donc, comme ça, on va essayer d'utiliser même les points d'accès des smartphones et des tablettes ou bien des PC pour se connecter du moment que la connexion est gratuite à notre data center au niveau de l'université. Et c'est un programme, cette technique nous a permis de faire adhérer le maximum et les étudiants se connectent maintenant à la plateforme sans aucun problème du moment qu'ils ne payent rien. Donc voilà une petite visite aussi pour cette plateforme des examens. Chers étudiants de l'ENSED Mohamedia, donc je vous présente un centre d'examen. Nous sommes en train de préparer une plateforme et toute une infrastructure pour passer vos examens en présentiel, mais au format électronique en se basant sur des questions type QCM. Donc nous sommes ici dans une salle modèle de passage d'examen sur la plateforme qu'on vient d'installer pour cet objectif au niveau de l'ENSED Mohamedia. Donc nous avons au niveau de chaque table, il y aura un étudiant qui va passer son examen sur ce genre d'équipement. Ça, c'est une tablette des pouces équipée d'un clavier, ou bien aussi un PC des pouces pour utiliser pour passer votre examen. Donc pour la connexion et les types sensibles, nous utilisons un point d'accès comme celui-là au tableau. Puis, donc, nous avons aussi une infrastructure de recharge des PC. Donc là, c'est une valise pour recharger les PC pendant la nuit, par exemple, sachant que nous avons une autonomie moyenne de 24 heures. Et puis, dans cette salle-là, nous avons un smartphone que nous avons acquis pour superviser tout ce qui se passe dans la salle d'examen. J'espère vous revoir bientôt. J'espère que vous bénéficiez de ce confinement. Merci beaucoup. Donc voilà, et la cerise sur le gâteau, merci à l'équipe Cisco de m'avoir accordé donc le certificat inspecteur excellence de cette année. Et en conclusion, donc l'éducation et le transfert de connaissances, bien sûr, sont les clés pour promouvoir l'employabilité des jeunes, surtout dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. J'espère que j'étais un peu clair. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Et je remets la parole à Serhan. Serhan? Oui, merci Sherbani. Donc, tu m'entends comme ça? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, vas-y.
Merci. Ok, excellent. Donc, ce fait une très bien réalisée comme présentation. Je pense que tu as donné une vue d'ensemble par rapport à ce que vous faites, l'historique et surtout comment vous avez pu utiliser le programme ETA4 dans la crise sanitaire qu'on connaît. Avant de parler un petit peu plus, je vais te poser les questions qui ont été posées sur le Q&A. Donc la question est comment sont sécurisés les examens et leur déroulement dans ces salles? Comment tu peux sécuriser l'environnement? Comment vous faites? Alors, justement, nous avons déjà notre plateforme, donc au niveau de l'établissement. Lorsque les étudiants, d'abord le réseau sans fil, il est bien sûr sécurisé, il est caché, et les tablettes ou bien les PC se connectent avec une reconnaissance par adresse MAC. Et comme ça, c'est pas n'importe qui vient, c'est-à-dire les étudiants, lorsqu'ils viennent passer l'examen, ils ne viennent pas avec leur propre matériel. Nous, on met à leur disposition le matériel. Donc déjà, on sait très bien qui c'est qui est connecté à un contrôle par adresse MAC. Et en plus, au moment de l'examen, toute la plateforme elle est offline. Donc si je reviens ici, je ne sais pas si vous regardez, vous recevez mon écran? Oui, on voit bien. Voilà. Donc là, la plateforme, on pourra isoler tout ça. Alors là, j'ai une connexion en accès distance juste pour l'enseignant. Il peut, même si, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, il n'est pas disponible. Et donc, il peut, à distance, accéder à la plateforme et puis programmer son examen et puis le lancer. Et après, toute la plateforme elle est isolée. Donc, les étudiants se connectent à partir de ces tablettes qui sont offertes. Hein. C'est pas, l'étudiant n'utilise pas son propre matériel. Nous, on met à sa disposition le matériel. Et donc, finalement, le réseau ici aussi de l'examen, le réseau sans fil, il est caché. Et puis, nous avons aussi un firewall au niveau du serveur ici, au niveau de la plateforme qui observe tout comportement suspect, etc. Et au niveau nous avons ici une salle je vais faire un diaporama, comme ça. Voilà. Nous avons une salle de supervision. D'ailleurs, ici, les étudiants, lorsqu'ils passent leur examen, ils sont générés d'une manière aléatoire. Donc, même s'ils sont l'un à côté de l'autre, ça ne pose aucun problème, du moment que ce n'est pas les mêmes questions qui sont générées. Et nous avons aussi des caméras IP au niveau de chaque salle. Et au niveau de la salle de supervision, on récupère ce qui se passe au niveau de chaque salle. Et on visualise aussi, grâce à la solution de visioconférence, par exemple, comme Webex. Mais pour nous, on utilise le Blackboard Collaborate. Et donc, on récupère l'état de chaque machine au niveau du smartboard de supervision qui est dans la salle ici. Voilà merci Serbani. L'autre question qui vient compléter ça, est-ce que c'est en intranet seulement ou il y a un accès Internet? Comme j'ai dit, pour l'instant, c'est en intranet, mais nous avons testé même à distance les étudiants. Surtout pour les examens blancs, parce que maintenant au Maroc, c'est interdit de faire des examens à distance. Il n'y a pas une réglementation là-dessus. Donc nous faisons des examens d'entraînement, des examens blancs à distance. Les étudiants peuvent se connecter à la plateforme à distance et passer son examen pour s'entraîner, il n'y a aucun problème. Excellent. Merci beaucoup, Serbani. Donc, moi, j'aurais souhaité juste aussi mettre l'accent par rapport à l'initiative qu'on est en train de mener avec l'Université Hassan II où le professeur Bani est le leader par rapport à ce projet. Donc, juste pour donner un petit aperçu par rapport à la portée du projet, en fait, au niveau de la présidence de l'université, il y a eu une prise de conscience bien avant de ce qui se passe par rapport à la crise sanitaire qu'on connaît. C'est-à-dire que dès les premiers instants où la nouvelle présidente a rejoint son poste, elle a eu une discussion avec nous afin de voir un petit peu comment on pouvait l'accompagner dans sa vision, car elle avait une vision qui était axée sur le digital, où avec tout ce qui est la quatrième révolution industrielle, où le IT a une place prédominante et très importante, il a été pensé que tous les élèves, que ce soit des élèves de n'importe quelle branche, que ce soit des élèves en médecine ou des élèves en juridique ou autres, puissent avoir des connaissances de base au niveau de l'IT et du digital.
Donc, on ne demande pas, et comme vous savez, au niveau de la plateforme NetAcad de Cisco, nos cours vont vraiment de la découverte du réseau jusqu'à des concepts assez avancés au niveau, que ce soit programmation, que ce soit du réseau, l'IoT et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que cette expérience est très, très importante au niveau de la région. On parle ici de 130 000 étudiants ayant accès à la plateforme NetAcad. Comme l'a dit le professeur Bani, on a lancé le cursus Get Connected pour chaque établissement. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui est en train d'être mis en place. Et je suis sûr et certain que grâce à cette collaboration, on va pouvoir donner un élan assez remarquable aux différents étudiants des différents établissements que vous avez au niveau de l'université Hassan II. Voilà, donc il y a une autre question de James. Donc quand j'ai vu les caméras, je pensais qu'il y avait un système de proctoring pour le contrôle et la sécurité des examens. Donc c'est dans ce sens où James a posé cette question. Je vois aussi un commentaire de M. Baoumar, notre ami Baoumar, qui nous est très, très cher, qui aurait souhaité avoir beaucoup plus d'échanges, peut-être oral au niveau de la conférence. Mais il faut juste savoir qu'il y a un nombre important de participants et que c'est assez difficile à gérer côté logistique d'avoir des questions et réponses oralement. Donc je sais que c'est un petit peu frustrant de ne pas pouvoir parler et qu'il faut envoyer des questions sur le Q&A, mais on tâchera d'y répondre et je demanderai à Serge et à Calvin de jeter un coup d'œil sur les questions et réponses et de répondre aux différentes remarques. Calvin, j'attends toujours, s'il te plaît, la présentation dont on a discuté, si tu peux me l'envoyer. Voilà. Et professeur Bani, merci encore une fois. Et j'espère qu'on aura l'occasion de montrer les résultats de cette collaboration, surtout aussi avec votre plateforme en ligne que vous êtes en train de mettre en place, où il y a l'intégration de NetAcad avec cette plateforme. Je pense que les résultats seront excellents. Donc, sans plus tarder, Ferry, tu es là, tu nous entends? Oui, allô, je suis là. Tu m'entends? Alain Ferry, oui, on t'entend très bien. Ça fait plaisir de t'avoir et de te voir aussi. Excellent. Bani, tu peux donner le rôle de présenteur le Farid? Attendez, je dois quitter alors. Juste clique sur ton nom. Clique droit. Bouton droit. Tu mets. Voilà. Voilà, donc Radia qui te dit bonne continuation. Merci beaucoup Radia pour tes encouragements. J'espère que tout va bien chez vous en Algérie. Sarah aussi qui dit que Get Connected était très instructif avec les étudiants cette année. Donc, je vous en remercie pour le feedback. Je suis sûr et certain que vous continuerez à utiliser la plateforme comme toujours. Je vois aussi qu'il y a un autre message. Laissez-moi juste voir si j'arrive à le checker. Très intéressant comme projet. Mais écoutez, n'hésitez pas Bani, si tu peux mettre ton email au niveau du chat. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer un message à professeur Bani. Il sera vraiment intéressé de répondre à tous. C'est avec grand plaisir. Je suis prêt à répondre à tous les messages. Je partage avec vous mon email, mon téléphone, sans aucun problème. Excellent. Vous pouvez me contacter, vous pouvez m'appeler, Super. on peut partager l'expérience. C'est un grand plaisir de partager avec vous. Et d'ailleurs, je saisis l'occasion pour remercier l'équipe Working Academy. Ça, c'est un message que Madame la Présidente m'a chargé de transmettre. Il vous remercie de tout ce que vous faites pour développer tout ce qui a été au niveau du Maroc. Et même notre data center de l'université, il est en train d'être expertisé actuellement par des compétences de Cisco. Donc, merci à vous et j'espère vous voir bientôt. Merci. Serbani, tu auras aussi l'occasion de répondre aux questions. Tu vas voir le chat, le questions-réponses. Okay. Il y a des questions qui vous sont posées. Si tu peux juste cliquer sur la question et écrire le chat et mettre send,
comme je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Donc, je suis très content de voir l'interaction et aussi de voir qu'il y a un intérêt par rapport à ça. Donc, sans plus tarder, nous avons notre ami c'est Farid qui est basé ici à l'office Cisco Casa. Pour l'instant, on est toujours de chez nous. On n'a pas encore le feu vert de rejoindre les bureaux. Donc, mais ça ne saurait tarder. Donc, Farid, quand j'ai discuté avec lui cette opportunité de faire une présentation à notre communauté, on a tout de suite pensé à la situation qu'on vivait et aussi à la digitalisation. Donc, surtout quand vous voyez que tout le monde maintenant, que ce soit des niveaux primaires jusqu'au collégial, lycée, formation professionnelle, enseignement supérieur, tout le monde a basculé du jour au lendemain vers l'utilisation des TIC. Ça, c'est par rapport à l'éducation, mais aussi par rapport à la vie professionnelle. Du jour au lendemain, on commence à parler de télétravail. Donc, on ne parle pas de juste des multinationales ou des entreprises privées, mais les entreprises publiques, les organisations publiques, tout le monde a switché vers le télétravail. Vous avez même aussi des solutions qui ont été mises en place pour la justice. Donc, au lieu d'avoir un tribunal physique, on a vu se déployer des solutions où des gens peuvent participer à leur procès de la prison dans la salle de tribunal. Donc, tout ça pour vous dire que la digitalisation, c'est pas quelque chose c'est quelque chose de nécessaire. Et d'où le titre qu'a choisi Farid, de la digitalisation d'un simple luxe, ce n'est plus un simple luxe. Donc c'est vraiment une nécessité. Et je te remercie Farid pour ta participation. Et je te laisse. Merci. Donc je te donne la parole et vas-y. Donc à ton tour. Merci Farid. Merci à vous, merci à Omar, merci à tous les participants et à tous les panélistes et aussi à tous les participants. Donc avant, je vais juste partager mon écran, comme ça. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Vous confirmez que vous pouvez. Super, oui, on peut voir une jolie présentation en vert. Donc ça va, on voit. Parfait. Calvin, ne m'oublie pas pour la présentation, tu me l'envoies où? Déjà fait, par email. Par email, merci. Bon, on commence alors. Donc bonjour tout le monde. Donc je me présente. Je suis Farid El Hajim, je suis ingénieur avant-vente sécurité au sein de Cisco. Donc basé au Maroc, à Casablanca ici. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur en fait. J'ai accepté ça, mais c'est un honneur et c'est un plaisir d'être parmi vous virtuellement pour parler d'un sujet en fait d'actualité qui est la priorité de plusieurs entreprises et actuellement plus spécialement dans notre continent, plus spécialement dans le continent africain. Et le sujet c'est la transformation digitale ou bien la digitalisation. En fait, avant de commencer, je pense qu'il est opportun juste pour optimiser la bande passante parce que j'ai pas la meilleure connexion internet qui soit. Donc je vais désactiver la vidéo, mais je vais laisser le partage de l'écran. Comme ça, je pense qu'on aura un gain de son. Ok. Voilà. Donc ces deux mots, la transformation digitale, qu'on en cesse d'entendre parler dans les médias, à côté de plusieurs buzzwords comme agilité, comme innovation, comme culture digitale et autres. À la fin de cette présentation, j'aimerais bien que tout le monde ait sa petite idée de ce qu'est le digital dans le monde de l'entreprise en général. Pour ce faire, on va suivre ce petit agenda. On commencera par essayer de définir c'est quoi la transformation digitale, ainsi que son historique. Ensuite, on parcourra des exemples d'initiatives digitales dans la région africaine, dans notre continent.
Pour la simple raison que j'apprends rarement. Personnellement, j'apprends rarement un sujet en lisant la définition, justement la définition. Il me faut absolument voir des exemples et des cas d'usage d'un sujet pour mieux l'appréhender. Et pour être honnête, je pense qu'en général, les gens qui rédigent les définitions des mots techniques essaient de la laisser là, aussi technique que possible pour que l'information ne soit pas vulgarisée et le sujet appris par n'importe qui. En appelant souvent ces types de gens les gatekeepers ou bien les portiers, c'est en fait limiter l'accès à grande échelle à l'information technique, plus particulièrement. On verra ensuite comment la situation pandémique actuelle a joué un rôle accélérateur majeur pour digitaliser les entreprises. Ensuite, on verra les fondements techniques d'une bonne transformation digitale, avant de finir par voir comment est-ce que ça a un intérêt pour vous, étudiants et futurs leaders de demain. Et après, on aura une partie questions-réponses. Donc, alors, selon Wikipédia, donc si l'on croit Wikipédia, la transformation digitale, dans sa définition la plus banale, est l'utilisation des nouvelles technologies, des technologies digitales évolutives pour résoudre des problèmes. Quand on parle de technologies digitales, on les contraste souvent aux technologies analogiques classiques. Donc en général, quand on parle de digital, je voudrais que vous imaginiez des 0 et des 1, des applications, des logiciels, des smartphones, de la data, des réseaux qui transmettent toutes ces datas. C'est ça ce que je veux que vous imaginiez quand j'évoque digital. Comme déjà évoqué, c'est un buzzword, ou bien c'est un mot qui fait du buzz, parmi plusieurs, comme agilité, comme design thinking, comme lean enterprise. Mais dans le cœur de ces deux mots, et aussi de ces autres mots, comme design thinking, innovation, etc., il y a un besoin, réside un besoin de transformer la manière avec laquelle on résolvait les problèmes auparavant et utiliser des nouvelles technologies pour résoudre ces problèmes. Et ça ne date pas d'hier. Hein. Ça ne date pas d'hier. Le mot transformation digitale, ça ne date pas d'hier. Et plusieurs industries dans l'histoire ont vécu une transformation digitale. Les deux premières industries étant l'industrie de l'informatique et des télécoms. Par exemple, on est parti des cartes perforées dans le domaine de l'informatique aux disques magnétiques et aux disquettes et aux CD-ROM, etc. Ça, c'est une transformation digitale des unités de stockage. Et pour le domaine des télécoms, on est parti du télégramme au téléphone et maintenant au téléphone cellulaire et au smartphone, etc. Et maintenant, actuellement, on voit le domaine de l'hospitalier changer, mais aussi de l'éducation, ce qui est un domaine très important. Et pour preuve, ce que nous faisons, ce que nous sommes en train de faire actuellement est un exemple palpant et temps réel de ce qu'est la transformation digitale dans le domaine de l'éducation. Dans le futur très proche, on verra, et on commence déjà à le voir d'ailleurs, d'autres industries comme le transport et la fabrication. Par exemple, la fabrication avec les imprimantes 3D, il y a par exemple, dans d'autres pays comme la Chine, on commence déjà à imprimer des maisons en 3D. Et ces changements, si vous l'avez remarqué, sont devenus très 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 rapides et disruptifs, qu'il est parfois difficile de suivre toutes les innovations qui sont en train de transformer notre quotidien. Mais de façon générale, qu'est-ce que cela signifie pour une entreprise? Pour une entreprise donnée, qu'est-ce que la digitale ou bien la transformation digitale ou bien la digitalisation signifie pour l'entreprise? Donc, une entreprise qui commence une transformation digitale se concentrera en général sur 3 volets majeurs. Le premier volet, c'est de créer une expérience client customisée qui va mener à un gain en loyauté. Un exemple de cela sont les publicités ciblées que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. En général, des fois, quand vous faites une recherche, par exemple, pas nécessairement d'un produit, mais juste, je sais pas, par exemple, vous faites une recherche, par exemple, d'un drone. Vous voulez juste avoir quelles sont les dernières innovations des drones. Et là, quand vous squattez Facebook, vous scrollez Facebook, vous avez des publicités ciblées. Des fois, vous
vous pouvez voir des publicités, par exemple, de drones, de mini-drones, par exemple, que vous pouvez vous acheter. Et vous vous dites, mais je pensais tout à l'heure aux drones et je cherchais des drones, et là, actuellement, j'ai une publicité ciblée pour les drones. Et là, c'est un exemple de personnalisation de l'expérience client ou bien de l'expérience utilisateur. On personnalise les publicités. Ça, c'est le premier exemple. Et ça, c'est le premier volet. C'est la personnalisation de l'expérience utilisateur ou bien l'expérience client. Le deuxième volet vise à transformer les processus et les business models. Donc, quand on parle de processus, c'est de processus métier, de process métier, de business process. On veut dire c'est la manière dans laquelle l'entreprise fait son boulot, fait le cœur du métier. Je vous donne un exemple. Une entreprise, par exemple, qui faisait des livraisons par téléphone et qui a changé ce processus, qui est la livraison via téléphone, avec de la livraison avec une application mobile, via une application mobile, aura un fonctionnement bien plus fluide et compliqué. Et on parle d'un exemple de digitalisation de processus. Donc on transforme le processus ou bien le business model via la livraison par téléphone à une livraison via une application mobile. Donc même le paiement sera mobile, etc. Le troisième volet et le dernier volet vise à transformer l'efficacité des employés et de leur manière de travailler. On offre aux employés tous les moyens digitaux dont ils ont besoin actuellement. Par exemple, un système de visioconférence, par exemple comme Webex, ou bien un système d'accès à distance par VPN. En utilisant ces solutions, que ce soit les VPN ou bien visioconférence, vous augmenterez la productivité et l'efficience et l'efficacité et l'innovation de vos employés, mais aussi de leur satisfaction, n'oublions pas. Imaginez maintenant avec moi, durant cette crise épidémique du Covid-19, essayez de comparer les entreprises qui ont investi dans ces moyens digitaux, à savoir les visioconférences, accès à distance, etc., et d'autres qui travaillent toujours de la manière traditionnelle. Et c'est de là pourquoi j'ai choisi le mot nécessité de la transformation digitale. C'est devenu une nécessité. Juste hier, je vous donne un exemple ou bien une anecdote. Donc, hier, je parlais à une personne qui est un directeur commercial d'une entreprise qui fait de l'import-export des pièces automobiles depuis l'étranger. Et cette entreprise, c'est une entreprise familiale. Ils n'ont même pas un site web. Ils n'ont même pas un site web. Donc vous imaginez, durant la crise épidémique du Covid, les 2 premiers mois, ils n'ont rien fait de business. Il n'y avait pas de business. Donc, comme solution transitoire, qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? Ils ont collaboré avec un site de vente en ligne, un site web de vente en ligne marocain, et utilisé cette plateforme de site de vente en ligne pour publier leurs produits. Là, c'est une transition digitale, mais ce n'est pas une transformation digitale. L'entreprise n'a toujours pas un site web et vous imaginez que les 2 premiers mois, c'est du business perdu. Donc, c'est de là pourquoi je dis toujours que c'est une nécessité. Donc, maintenant qu'on a pris le temps de cerner ce que c'est que la transformation digitale, il est opportun de donner des exemples dans notre continent, dans notre région, dans notre continent africain. Et il est inutile de répéter qu'on a encore du chemin à faire. Mais que malgré tout, on fait des progrès majeurs. Et c'est vous, étudiants de demain, d'aujourd'hui, qui vont bâtir l'Afrique de demain, vont être les leaders africains de demain. Donc le premier exemple, en fait, nous vient du Ghana. Une start-up nommée Aqua Mayar a su relever le défi et trouver une solution digitale à ce problème. Alors le problème, c'est comment appliquer les pesticides d'une manière efficace tout en limitant l'exposition des agriculteurs à ces pesticides quelquefois nocifs à la santé. Donc, en utilisant la solution digitale, c'est l'utilisation des drones. Donc la start-up a su implémenter la technologie des drones pour booster le secteur agricole et protéger les cultures et les agriculteurs en évitant l'exposition directe aux pesticides. Les drones sont programmés pour pulvériser sélectivement et avec des quantités précises les pesticides. Les drones jouent aussi un rôle dissuasif contre les animaux qui peuvent ravager les plantations. Ils peuvent aussi faire de l'analyse des sols, des études topographiques.
Donc, la digitalisation de l'agribusiness sera un levier, sera parmi le levier, à mon humble opinion, le plus important pour bien gérer les sols fertiles africains. Alors, ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple traite un problème, ou bien, pas un problème, mais une pratique simple existante dans tout notre continent. Par exemple, pour le Maroc, on fait tout. Il y a beaucoup de tontines. Donc, la tontine, c'est des amis ou bien une communauté qui, pour gérer, je pense que plusieurs pays africains font des tontines. C'est une solution, quelquefois, ou bien une pratique rudimentaire pour gérer les finances, mais c'est une pratique toujours existante. Donc la start-up sénégalaise Matantine, à travers leur application éponyme, a su exploiter une idée déjà existante, qui est la tontine, et la transformer en application pour faciliter le processus. Donc le processus qui est la tontine a été digitalisé par cette entreprise avec une tontine digitale. Le dernier exemple, et le troisième, ne vient de la Tunisie et traite un problème majeur. Surtout que dans nos pays africains, l'infrastructure sanitaire reste encore très très fragile. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de médecin à proximité. Comment rapprocher les patients et les médecins? Donc la télémédecine est maintenant devenue plus que jamais une nécessité. La start-up tunisienne, la start-up tunisienne Cotomi, vise à transformer en fait les services médicaux et à rapprocher les patients et les médecins. Les patients peuvent envoyer leurs photos, leur radiographie par exemple, leurs photos médicales, leurs dossiers médicaux, depuis le confort de leur maison, sans besoin de se déplacer. Des fois, des dizaines de kilomètres pour consulter un médecin, pour une expertise. Donc voilà une digitalisation tout un domaine qui est le domaine sanitaire, le domaine de la santé. Juste pour information, tous ces exemples sont des exemples d'entreprises digitales africaines que j'ai pris du site Make It in Africa Initiative, qui est une initiative d'un groupe de coopération africano-européen. Il y a plusieurs programmes similaires d'incubation de start-up similaires à ce programme dans toute la région, dans toute l'Afrique. Donc, maintenant, avec la situation actuelle, il est apparent plus que jamais que la transformation digitale des entreprises n'est pas un projet retardé, quitte à faire disparaître son business. J'ai bien aimé cette bande dessinée qui montre comment un dirigeant d'entreprise parlait de la transformation digitale comme un projet à long terme. Et en background, il y a le Covid-19 qui vient détruire tout sur son passage. Parce que une crise comme le Covid-19 n'attend pas les décisions d'un CEO ou bien d'un dirigeant pour lancer une transformation digitale, ça détruit tout sur son passage. Et ce deuxième graphe, un graphe très palpant en fait, nous montre aussi comment l'innovation technologique prend une allure exponentielle, ce qui est normal. Ça a toujours été depuis la révolution industrielle. Les nouvelles innovations technologiques ont pris une allure exponentielle. Ça, on le sait. On le sait depuis, depuis la révolution du XVIIe siècle, depuis la révolution industrielle. Et la deuxième courbe, en fait, la courbe bleue, montre comment notre adaptation historiquement à cette innovation technologique resta linéaire. Donc notre adaptation par rapport à la technologie, par rapport aux transformations technologiques, est restée linéaire. Donc pas une adaptation qui suit l'allure des nouvelles transformations, bien des nouvelles innovations technologiques, jusqu'à l'arrivée du Covid-19. Et on peut voir la petite courbe exponentielle rouge surgir de nulle part en 2020 et qui donne une allure exponentielle, pseudo-exponentielle, à cette allure linéaire qui est l'adaptation de l'humain aux innovations technologiques. Pour montrer que, pourquoi, encore une fois, je répète, la nécessité d'une transformation ou bien d'une adaptation ou bien un alignement technologique. On parle dans le domaine d'entreprise, l'alignement technologique ou bien l'alignement stratégique. C'est aligner le business à la technologie.
Et c'est en 2020, avec le Covid-19, ça a pris une allure exponentielle. Alors, dernièrement, ou bien, je voulais juste réitérer comment l'Afrique compte sur vous et nous, étudiants, pour accélérer notre adaptabilité digitale. Juste pour vous dire, d'après Wikipédia, seulement 4 pays africains ont une application dédiée au traçage numérique et la gestion de la pandémie du Covid-19. Donc seulement 4 pays des 54 pays africains ont une application dédiée au traçage. Et pour vous expliquer pourquoi je vous dis que l'Afrique compte sur vous, étudiants, c'est que un de ces 4 pays, qui est l'Angola, a vu son application de traçage du Covid-19 développée par un étudiant. Oui, un étudiant, c'est bien un étudiant qui a développé l'application de traçage du Covid-19 à l'Angola. Donc, après ça, donc, il est opportun de passer au fondement technique d'une bonne transformation digitale. Quand on parle de transformation digitale, ça a des fondements. Alors tout d'abord, il faut une connectivité. Il faut une connectivité des réseaux qui vont jouer, qui vont jouer le rôle de vaisseau sanguin pour vos données et vos applications. Après, il faut fournir une bonne base d'applications de collaboration, comme Webex, par exemple, à vos employés pour collaborer n'importe où et n'importe quand. Ensuite, il faut veiller à automatiser tout ce qui peut être automatisé, afin que la productivité de l'entreprise puisse se concentrer sur le cœur du métier. Alors, quand on parle de cœur des métiers, qu'est-ce qu'on veut dire dans le monde de l'entreprise du cœur des métiers? Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes une entreprise, ou bien vous êtes un restaurant. L'entreprise, c'est un restaurant. Donc, vous avez plusieurs fonctions au sein du restaurant, par exemple la caisse, la livraison, la gestion des commandes, la gestion des stocks, etc. Mais votre cœur des métiers, c'est quoi? C'est faire des plats. C'est servir des clients, leur servir de la nourriture. C'est ça un restaurant, c'est restaurer. C'est ça le cœur des métiers d'un restaurant. Alors, pour toutes les autres fonctions, une bonne transformation digitale visera à automatiser le maximum possible. C'est-à-dire maximiser la gestion de la caisse, la gestion des stocks, même la gestion de la livraison. On peut l'automatiser avec des applications, etc. En faisant ceci, on va se concentrer sur le cœur des métiers. C'est-à-dire tous les employés de ce restaurant vont se focaliser, tous les efforts vont se focaliser sur le cœur des métiers pour rester et être plus compétitifs que jamais. Il faut aussi, donc on a parlé de connectivité, de collaboration, d'automatiser le maximum possible de fonctions. Et il faut aussi avoir une visibilité par rapport à vos données et aux données de vos clients et les analyser pour créer de nouvelles opportunités de business. C'est ce qu'on appelle analytics, data analytics, analyse de données. Alors, en restant toujours dans l'exemple du restaurant, imaginez par exemple que vous avez automatisé maintenant la livraison, le maximum que vous pouvez, la livraison, la gestion de stock, etc. Maintenant, vous avez une base de données, ou bien vous avez un data lake, ou bien des données de vos clients. Ces types de données, par exemple, je vous donne un exemple, c'est quels sont les plats les plus prisés, quels sont les desserts les plus prisés, quels sont, par exemple, quels desserts nos clients prennent avec quel plat. C'est-à-dire l'appareillage entre les différents plats. C'est ça ce qu'on appelle insights. Donc, à travers cette analyse de données, on a de nouveaux, en anglais on appelle le mot insights, on a de nouvelles découvertes qu'on ne savait pas auparavant. Et on peut customiser, par exemple dans l'exemple du restaurant, on peut customiser, par exemple, personnaliser le menu. Donc on va ajouter de nouveaux plats qui découlent en fait des plats les plus prisés. On va par exemple augmenter le prix de ce plat, réduire le prix de ce plat, ajouter de nouveaux desserts, supprimer des desserts, etc. C'est customiser tout le menu. C'est ça, customiser et personnaliser l'expérience client dont on a parlé tout à l'heure.
Donc c'est dans la phase d'analytics qui va nous donner ces insights, ou bien ces découvertes. Et finalement, il faut sécuriser tout ce beau monde, afin que les données sensibles restent aux confins de l'entreprise et ne soient pas exposées à l'extérieur. Ça, c'est très très important, le volet de sécurité. Malheureusement, dans la région africaine, on est on n'est pas très évolué. Nos entreprises africaines n'ont pas adapté ou bien n'ont pas adopté des mesures de cybersécurité appropriées à leur business. Alors, maintenant, en fait, la balle est dans votre camp. Il faut toujours savoir, et sachez bien que l'Afrique n'atteindra son plein potentiel que par nous, Africains. Parce que c'est nous qui vivons dans l'Afrique, on sait ce que c'est que le problème que nous vivons. Donc c'est nous qui résolverons, trouverons les bonnes solutions à nos problèmes. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait savoir. Deuxième chose à savoir, utiliser le maximum de technologies possible. Dans l'exemple, par exemple, utilisez les technologies Cisco à votre service. Et poussez vos écoles universités à se digitaliser. Ça, c'est un must. Vous, étudiants, il faut pousser vos écoles, les universités à se digitaliser, à adopter de nouveaux, par exemple, de nouvelles applications de collaboration, par exemple WebEx. On est en train de livrer un séminaire via WebEx. Si, par exemple, votre université, par exemple, n'avait pas cette plateforme, on n'aurait pas pu se rencontrer virtuellement et livrer cette présentation. Et un autre point, il faut apprendre et apprendre. Ça, c'est très, 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 très important. Vous êtes encore étudiant. Il faut toujours avoir l'esprit ouvert et apprendre le maximum possible. C'est parce que vous êtes, par exemple, vous faites la médecine, que vous n'allez pas apprendre des nouvelles technologies, la digitalisation. Pourquoi je parle de ce sujet, de la transformation digitale? C'est que ça touche tous les secteurs. On a vu, par exemple, dans les exemples d'initiatives prises, d'initiatives prises dans la région, que par exemple, dans le domaine sanitaire, on a vu un exemple, par exemple, de l'application Cotomi qui a su se digitaliser et digitaliser l'expérience entre le client, ou bien entre le patient et le médecin. Donc, c'est pas que je suis développeur ou bien je suis étudiant en réseau et en technologie de l'information, c'est ça mon domaine. Donc, oui, je vais continuer dans ce domaine, mais si je suis médecin, ou bien élève médecin, ou bien si je fais de la sociologie, ou bien si je fais de l'agriculture, ben je suis étudiant en agriculture, ou bien en agribusiness, je ne vais pas m'intéresser aux nouvelles technologies, je ne vais pas m'intéresser au digital. C'est ça en fait l'idée qu'il faut se retirer de la tête, se faire un formatage, et tous les secteurs sont touchés par la digitalisation. On a vu que le Covid-19 est l'exemple le plus palpant qui montre l'importance de digitaliser tout ce monde. Et pas l'importance, mais la nécessité. Si vous n'êtes pas digitalisé, vous êtes laissé. Votre business n'est plus. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc, vous, étudiants, que vous soyez médecin, que vous soyez sociologue, que vous soyez étudiant en agriculture, que vous soyez n'importe quelle branche, je vous invite vivement à vous intéresser au digital. Parmi les exemples d'initiatives digitales, il y a par exemple Cisco Net Academy. Donc, il y a plusieurs cours dans la Cisco Net Academy. Entrez là-dedans et voilà, explorez les différents cours que vous avez sur la cybersécurité, sur les réseaux, quand on parlait des fondements de la transformation digitale, au cœur, par exemple, il y a la connectivité. Donc, je peux avoir une petite idée de ce que c'est que la connectivité, de ce que c'est que le réseau, de ce que c'est qu'Internet, de ce que c'est qu'un routeur, un switch, ce que c'est qu'un paquet, comment faire transiter les données d'un point A, d'un point B. Après, je pourrais, par exemple, m'intéresser au domaine de la sécurité, au domaine de l'automatisation. Tous ces fondements de la transformation digitale sont des cours qui sont en fait offerts à la Cisco Net Academy. La deuxième initiative, c'est Cisco DevNet. Donc Cisco DevNet, c'est une nouvelle initiative. Je pense que ça a été déjà présenté lors de ce séminaire. Mais bon, juste pour rappel, c'est une initiative et une communauté de développeurs qui vise à vulgariser et à offrir
offrir tout ce qui est développement informatique, tous les cours du développement informatique à tout le monde. Et c'est une initiative gratuite. Donc, comme la Net Academy, vous vous inscrivez gratuitement sur le site d'Evnet. On verra par la suite un exemple. Et vous prenez des cours, juste par exemple pour savoir par exemple comment développer une simple application, une simple calculatrice, ou bien comment lire un code. Je ne veux pas être développeur, je veux juste avoir cet esprit orienté vers le digital. Cisco Net Academy, Cisco Devnet sont deux initiatives qui vous aideront à appréhender et à adopter cette culture digitale. Donc, et la dernière chose, c'est si vous avez une idée, en tant qu'étudiant, mettez-la en œuvre. Vous avez maintenant tous les moyens sont bons pour mettre à l'œuvre vos idées. On avait des exemples, par exemple l'exemple de la Tontine. Donc la startup sénégalaise Matantine a développé une simple application mobile sur Android et sur iPhone pour gérer la Tontine. Donc vous pouvez par exemple, si vous voulez pas que, par exemple je suis étudiant en finance. Si je ne veux pas faire du développement, je peux m'apparier avec un autre étudiant qui fait du développement, qui a des développement, mais en tant qu'étudiant en finance, je dois avoir cette culture digitale pour mieux transmettre et pour mieux collaborer avec le développeur et pour avoir un bon produit à la fin. Donc c'est ça, avoir une culture digitale. C'est-à-dire que si je suis financier, bien si je suis étudiant en commerce ou bien en finance, je ne vais pas m'intéresser au digital, je m'intéresse seulement à la finance. Non. Par exemple, l'application Matantine, c'est une application financière, mais qui se base, ou bien qui est gérée, ou bien qui est développée par un développeur. Le développeur ne peut nécessairement pas avoir toutes les informations concernant comment gérer la finance, les pourcentages, les intérêts, etc. Et c'est là le rôle du financier qui a toutes ces informations, mais qui a aussi une culture digitale pour transmettre tous les specs, quand on dit ça, les specs, ou bien les requirements de l'application. Donc, il y a plusieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs initiatives et programmes africains dans notre région pour incuber, en tant qu'incubateur de start-up dans plusieurs pays, pour incuber des idées de start-up. Cherchez-les, squattez-les, si vous avez une idée, mettez-la en œuvre. Ne soyez pas... C'est vous en fait le futur de demain, c'est vous le futur de l'Afrique de demain. Donc, pour exemple, prenons l'exemple par exemple de l'application. Je vous avais dit tout à l'heure que seulement 4 pays des pays africains ont une application de traçage de cas du Covid-19. Une de ces applications, par exemple, vous squattez sur Internet, vous avez trouvé que, par exemple, le Maroc a développé une application de traçage du Covid-19 et l'application est open source. Elle est open source. Vous dites open source, vous dites que parce que le code source de cette application est disponible sur le web. Vous cherchez et vous trouvez effectivement que le code source de l'application est disponible sur le web via une plateforme qui s'appelle GitHub. Mais là, en tant qu'étudiant, vous êtes encore en train d'apprendre des choses. Vous ne savez pas ce que c'est que GitHub. Vous n'avez pas d'idée ce que c'est que GitHub. Et vous n'avez pas d'idée en fait comment copier ce code ou bien faire tourner cette application, la customiser. Vous en espérez pour faire votre propre application pour votre propre pays. Comment faire ceci? Vous allez sur Devnet par exemple. Devnet c'est un site web. Développeur.cisco.com. Je vous montre tout de suite comment ça se présente. Donc c'est un site web. Vous vous inscrivez et après vous cherchez par exemple sur le nombre de cours offerts sur DevNet. Il y a un cours sur GitHub. Donc il y a un cours introductoire pour GitHub, pour mieux apprendre c'est quoi GitHub, comment gérer le code, comment faire tourner des applications sur GitHub, etc. Donc il y a une introduction par exemple ici à GitHub dans Cisco DevNet. Et juste pour dernier rappel, c'est un site web gratuit. Donc vous vous inscrivez gratuitement et vous avez accès à tous les cours, à tous les labs. Et je pense que précédemment, il y a eu mention des certifications DevNet. C'est juste pour certifier les personnes qui ont un bagage technique pour les développements d'applications utilisant les technologies Cisco. Donc, merci pour votre attention et j'espère que ça a été enrichissant pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment.
Merci infiniment, Farid, pour ton excellente présentation. Je pense que tu as évoqué plusieurs sujets, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as relaté ça avec des cas concrets en Afrique. Donc, je te remercie pour ça. Je pense que tu as tellement l'habitude que je t'invite à rencontrer des étudiants que tu parlais à nos professeurs comme étudiants, mais je pense que nous devons rester tous étudiants dans nos têtes. C'est du life learning. Si on arrête d'être étudiant ou d'étudier, je pense qu'on n'avancera pas. Donc aujourd'hui, dans cette session, on peut dire qu'on était tes étudiants. Donc je te remercie pour ça. Et écoute, je pense que même ça sera bénéfique pour nos chers instructeurs. Pour pouvoir aussi de leur côté faire passer le message comme ce que tu as fait maintenant avec nous. Donc on va juste voir un petit peu les questions qu'on a. Je pense que j'ai vu dérouler une question pour non, ça c'était une question privée. Ok, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le Q&A. Donc, c'est pas une question, on te dit bravo, c'est Farid. C'est avec plaisir, c'est Omar, c'est avec plaisir. Toujours un plaisir de parler aux étudiants. Il n'y a pas si longtemps, j'étais aussi étudiant et j'ai toujours ce feeling envers le monde d'éducation. C'est pourquoi, tu l'as très bien dit, on reste toujours étudiant. Il faut toujours rester dans ce mindset d'étudiant, faire du life learning. Ne jamais cesser d'apprendre. C'est ça l'essentiel. En fait. Merci Farid. Alors j'ai une question pour toi en fait. Alors merci Farid pour cette superbe intervention. C'est la question, elle vient de Monsieur Moukr Kharfallah d'Algérie. En fait, ma question porte sur le terme alignement. Vous avez parlé d'alignement de l'économie avec la digitalisation. Je pense qu'il y a un volet très important dans tout ça, celui des compétences digitales. C'est vrai, l'usage de la digitalisation s'accélère fortement, mais comment combler le fossé entre cette transformation digitale rapide et la disponibilité des compétences qui vont gérer ce nouveau monde en matière de configuration, d'assistance et de maintenance? Est-ce que vous avez des exemples sur des stratégies réussies dans le monde ou des réflexions qui ont été menées dans ce sens? Voilà. C'est une très bonne question, une question qui évoque en fait plusieurs autres sujets. Mais je vais donner mon opinion parce que j'ai pas la bonne réponse ou bien la vérité sur ce sujet, surtout dans notre région africaine. Mais je vais donner mon opinion. Pour moi, le plus important pour produire des compétences dans le domaine de l'IT, dans le domaine du digital, c'est démocratiser ça, c'est démocratiser ces informations pour tout le monde. Et pas seulement, on veut pas avoir des étudiants bien élèves ingénieurs en réseau. Voilà, 200 par exemple. Une école d'ingénieurs par exemple qui produit 200 ingénieurs réseau, c'est insuffisant pour le marché. Le mieux, en mon humble opinion, c'est démocratiser toutes ces informations. Parce que le digital, maintenant, tout est offert en ligne. Par exemple, une université qui a plusieurs facultés de médecine, etc., organiser des petits séminaires, organiser par exemple des journées digitales, organiser par exemple des présentations ou bien des cours qui sont collectifs à tout le monde. Comme ça va susciter l'intérêt, par exemple, à des élèves médecins qui vont s'orienter vers le développement, tout en restant médecins. Parce que n'oublions pas, il y a ce mot polymathe. Les polymathes sont les personnes qui ont un intérêt pour plusieurs sujets. On le trouve souvent, par exemple, dans l'Occident, il y a plusieurs exemples de personnes qui, leur profession principale, c'était par exemple la médecine, mais ils se sont orientés, par exemple, vers le digital. Et ça vient avec l'éducation. Donc, au final, on revient toujours au point zéro, c'est l'éducation. Donc, nos établissements scolaires, nos universités et nos écoles, depuis le primaire, mon humble opinion, c'est depuis le primaire, il faut démocratiser le digital. Offrir ces informations, même les plus basiques. C'est quoi un logiciel? C'est quoi un ordinateur? Depuis le primaire, jusqu'à l'université et même après. Comme ça, dans le milieu industriel ou bien dans le milieu professionnel, bien sûr, il y aura toujours, ne l'oublions pas, même dans les pays les plus développés, il y aura toujours un shortage, il y aura toujours un manque de profils techniques, comment dire, très précis,
par exemple, expert dans une technologie bien précise. Il y aura toujours un shortage là-dessus. Ne l'oublions pas. Mais, juste pour combler un premier manque qu'on en a ici en Afrique, c'est le manque déjà de culture digitale. C'est ce manque. Combler ce manque en premier lieu, et après on viendra combler l'expertise. L'expertise, ça viendra avec avoir ça revient toujours à l'éducation. C'est proposer des programmes bien spécifiques qui se relatent à ce qui est dans le domaine professionnel. Par exemple, moi, issu d'une école d'ingénieur, on a eu des cours, mais des cours très très généralistes, qui des fois ne sont pas très bénéfiques au monde professionnel. Donc il faut adapter ce qui est dans le monde professionnel, le monde d'entreprise actuellement. Donc faire de la prospection, ça c'est le rôle, en fait, c'est le rôle des établissements. C'est pas le rôle des entreprises, c'est le rôle des établissements. C'est aller voir des entreprises de quoi vous avez besoin. Organiser des journées d'entreprise, etc. Ça, c'est un exemple. De quoi vous avez besoin en tant qu'expérience. Quelles sont les technologies les mieux prisées, par exemple? Ah, c'est du Java, c'est de l'Angular, par exemple, c'est du SharePoint, etc., etc. Et adapter, et pas adapter, parce que, comme je l'ai dit en moi, c'est un sujet qui évoque plusieurs autres sujets, parce que des fois, on voit que les établissements ou bien les institutions supérieures, ils ont un programme scolaire tous les 5 ans. Dans le domaine de la technologie, 5 ans, c'est une centaine d'années. 5 ans, c'est déjà trop tard. Il faut faire de l'update chaque année. Chaque année, updater et faire une mise à jour du programme offert aux étudiants. Là, je parle de l'expertise. Je parle des étudiants qui font de l'ingénierie informatique, de l'ingénierie télécom, etc. Mais pour les médecins, etc., juste donner une culture générale de digitalisation. Ça, pour moi, j'espère que j'ai répondu à la question, mais ça reste mon opinion. Merci, merci. Non, non, excellente intervention, Farid. Tu as vraiment touché un sujet assez important qui est surtout par rapport à la mise à jour des contenus, on va dire, qui doit être constamment mis à jour. Et le problème qu'on a, c'est des fois, le cadre légal ne permet pas ça. On doit passer par des commissions, on doit passer par plusieurs choses, qui fait que ça prend du temps. Et quand ça arrive avec le temps où on peut changer, ça bloque et peut-être que ce qu'on a développé est devenu obsolète. Donc, c'est pour ça que c'est un point très... Exactement. Donc, c'est un travail de fond qui doit se faire dans tous les volets. Je dis bien, l'éducation, ça reste le cœur, mais bien sûr, tout ce qui est légalité, etc., ça doit aussi... il y a aussi un travail à faire là-dessus. Juste une petite remarque. Il y a eu Monsieur Moussa Mouanzé qui m'a bien rappelé que les participants sont aussi des instructeurs et des professionnels, et non des étudiants. Donc, je m'en excuse. Non, il faut pas t'excuser. On a aussi des étudiants. Il n'y a pas de souci. Je ne pense pas que les personnes qui sont avec nous sont susceptibles à ce point pour faire des excuses plates comme ça. Donc, il n'y a pas de souci, Farid. Voilà, donc on a avec nous, bon, j'ai une question, je pense que c'est une étudiante qui a posé cette question, parce qu'elle me demande si la plateforme NetAcad est gratuite ou payante. Donc si vous n'avez pas encore rejoint le programme, c'est une plateforme gratuite et je vous encourage à entrer en contact avec votre professeur pour avoir plus d'informations là-dessus. La question qu'on a aussi, elle est de monsieur, j'avais une question ici de monsieur Tchachfin. Donc c'est Mohamed Tchachfin qui est le représentant NetAcad du Centre de développement de compétences au niveau de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail ici au Maroc, et donc que je salue et que je remercie pour sa présence. Alors sa question est comment la sécurité, d'une façon générale, va encourager les managers à passer à la digitalisation? Ça, c'est une très bonne question et c'est une question qui rentre dans mon domaine. Donc, étant ingénieur avant-vente dans la sécurité, donc je me spécialise dans le portefeuille de sécurité de Cisco, je pense que c'est une question qui est d'actualité, en fait. Plusieurs entreprises sont en train de se poser la question comment investir dans des solutions de cybersécurité va digitaliser, va encourager le processus de digitalisation ou bien de transformation digitale à mon entreprise.
Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, dans les fondements d'une bonne transformation digitale, il y a la connectivité qui est au cœur, bien sûr. Donc, connecter son entreprise au monde extérieur via Internet, etc., etc. Mais ce que nous oublions toujours, c'est la cybersécurité, c'est la sécurité de ces données. Donc, en sécurisant mes données, je vais donner un exemple. Par exemple, en Europe. En Europe, il y a un cadre légal qui est la GDPR, donc qui est un framework de sécurisation des données personnelles, qui est appliqué par tous les pays européens. Donc, ce cadre, bien ce cadre de travail, incite toutes les entreprises qui travaillent avec des données numériques à le respecter et à avoir des solutions de sécurité bien spécifiques pour être digital. C'est une barrière avant d'entrer dans le digital. C'est la sécurité. Donc en Europe, c'est déjà clair. Il y a une barrière légale. C'est une barrière légale avant d'entrer dans le digital. La barrière est les de sécurité. Donc il faut sécuriser les données. Donc sécuriser les données personnelles. Oui, merci Monsieur Jalil. C'est le règlement général sur la protection des données, RGPD, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, dans le Maroc, on a des réglementations similaires, et aussi dans l'Afrique, il y a des pays qui ont des réglementations similaires. Mais retournons à la question elle-même, qui est comment ça va aider la digitalisation. C'est en protégeant mes données. Moi, en tant qu'entreprise, par exemple, je donne l'exemple, par exemple, de l'éducation. Je suis une institution, par exemple, privée, une université privée. En sécurisant les données de mes élèves, les données de mes étudiants et élèves, les données de mes instructeurs, les données de tous les employés, et en sécurisant par exemple les examens, on peut même envisager de faire des examens à distance. Je vous donne un exemple, les certifications. Vous savez par exemple les certifications comme CCNA, etc. Auparavant, on les passait, il faut que vous vous déplacez dans un centre agréé physiquement pour passer la certification. Maintenant, avec la situation du Covid, Cisco, par exemple, a fait un partenariat avec une entreprise PersonView pour faire ces examens à distance. Donc, dans votre maison, vous pouvez passer l'examen et avoir une certification. Ça, c'est très intéressant. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si les entreprises ont déjà adopté ce mode, et les examens, par exemple, pour le niveau CCNA, CCNP, etc., sont des fois bien plus... ont des conséquences ou bien ont bien pesanteurs bien plus accentuées que les examens traditionnels, par exemple, d'une université. C'est en ayant une infrastructure sécurisée, je parle bien sûr dans le domaine de l'éducation, on peut même envisager de faire passer les examens aux élèves. Ça, c'est une idée. Donc, en général, pour répondre à la question, avoir une infrastructure de cybersécurité va dans un premier lieu, sécurisez vos données. En sécurisant vos données, vous pouvez vous certifier votre entreprise, par exemple, via les différentes certifications ISO 27001 et ISO 27003, donc, tout ce qui est sécurisation des données, parce que des fois, il y a des entreprises qui nécessitent. Donc, vous êtes entreprise, par exemple, basée au Sénégal. Vous voulez faire du business avec une entreprise qui est en Europe. L'entreprise en Europe, elle est réglementée par le RGPD. Elle vous incite ou bien vous oblige à avoir minimum, par exemple, une certification ISO 27001 afin que vous puissiez puissiez faire du business digital entre vous. Donc là, c'est un besoin. C'est pas un besoin, c'est une nécessité. La sécurité, on le rappelle toujours, dans l'Afrique, c'est un domaine qui n'est pas si développé que ça, et ça doit l'être. Et ça, c'est le moment opportun de se focaliser sur la sécurité. Et pour moi, personnellement, parce qu'on a déjà la connectivité. En Afrique, on a une infrastructure déjà prête pour assurer la connectivité des entreprises. Donc le cœur d'une transformation digitale, il est déjà là. Mais la sécurité est presque inexistante. Donc le prochain investissement, moi en tant par exemple de chef d'entreprise, je vais me focaliser sur la sécurité. Avant même l'automatisation, avant toute chose. La sécurité, sécuriser mes données et mes assets, mes actifs digitaux. J'espère que ça répond à la question.
Très bien. Merci infiniment, Farid. Donc, si vous avez des questions à poser à notre ami Farid, n'hésitez pas à envoyer un email. Je pense que vous avez son email qui s'affiche juste en face de vous. Donc, il se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, donc merci encore Farid. Tu as de très très bons feedbacks au niveau du chat. Merci pour ta belle intervention. Je pense que c'était excellent. Donc si tu peux passer s'il te plaît la balle à Serge pour notre dernière présentation avant de passer à la cérémonie des awards. Serge, es-tu prêt? Tu es en mute? Je suis né prêt. Ah, bah écoute, après Farid, je ne sais pas si tu es toujours prêt. Ça va être difficile à prendre le flambeau. Je l'arrache le flambeau. Je le prends. Vas-y. Bonjour Farid, comment tu vas? Bonjour Serge, ça va? Ça va, non, je vais bien, merci. Farid, Serge, c'est un de nos étudiants aussi. Hein. Ouais. C'est toujours un plaisir de nous rencontrer, nous étudiants. On est toujours des étudiants. On le restera toujours. Super. Maintenant, bon, juste un moment, je mets la présentation. Excellent. Donc la présentation qui va être faite par Serge, ce sera comment améliorer votre expérience de formation en ligne. Donc il va donner quelques conseils, on va dire, qui vont vous aider à mieux préparer, à mieux utiliser les différents outils qui sont à votre disposition pour faire une formation en ligne. Je pense que dans ces temps qui courent, il est très important je pense que vous avez tous eu une expérience assez, on va dire, une expérience durant cette crise qui vous a poussé à utiliser les différents outils. Et là, on va entendre ce que Serge a nous a proposé. Donc, ok, prêt merci Omar. à tous. Merci. Ok, Calvin, tu peux lancer l'enregistrement déjà. Ok, c'est fait? Oui, c'est en cours. Ok, tu as enregistré. Un instant. Ok.